Merci. Bonjour à tous, je suis Thierno Diallo, je travaille chez AXA depuis bientôt 4 ans, quelques mois environ, et je vais vous parler aujourd'hui de numérique éco-responsable. On va commencer par introduire rapidement le pourquoi du numérique éco-responsable et on détaillera un peu plus les raisons ou les moyens qui nous permettent de faire du numérique éco-responsable. On finira par quelques idées et puis des ressources qui permettent d'entamer, on va dire, ce voyage vers le numérique éco-responsable. Le pourquoi, je pense que ça n'a pas échappé à beaucoup de monde. Le secteur du numérique, bien qu'étant un secteur plutôt jeune, arrive déjà au niveau de l'industrie aéronautique, au niveau en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, comparé aux industries mode automobiles qui sont plutôt, on va dire, anciennes, on a une projection sur 2025 qui est plutôt, je dirais, alarmante parce qu'on commence à atteindre déjà le niveau de l'industrie automobile avec l'impact qu'on connaît aujourd'hui. Cet impact-là du numérique est en grande partie dû à notre matériel, le hardware. Donc, à guise d'exemple, on a une hypercroissance rien que sur les devices, on va dire objets connectés. En 2010, on avait 1 milliard de devices qui représentaient à peu près 1% des impacts. Une projection de 2025 sur une étude de greenIT.fr explique qu'on va avoir 48 milliards de devices juste sur les objets connectés. On ne parle même pas de nos postes de travail. Ce qui va représenter environ 18 à 23% des impacts. Et l'idée derrière le numérique éco-responsable, c'est de dire, tiens, au lieu de toujours courir derrière la performance ou renouveler les matériaux très souvent, c'est de pouvoir conserver nos devices le plus longtemps possible. Et pour les conserver le plus longtemps possible, nous devons aussi avoir les applications et les logiciels qui doivent tourner sur les anciens devices aussi. Et en conservant le plus longtemps possible, forcément, on va consommer moins d'énergie pour produire tout ça, mais émettre moins de gaz à effet de serre aussi, consommer moins d'eau pour construire, construire tous ces devices et extraire moins de ressources aussi. Donc c'est qui de facto va constituer un petit peu, on va dire, un cercle vertueux. Mais par contre, on ne pourra pas faire sans avoir les logiciels qui sont adaptés aux anciens devices. Il faut qu'ils continuent à tourner. Et c'est là qu'entre en scène le green coding. Il y a tout un tas de principes et de bonnes pratiques qui sont définis. Et parfois, vous verrez, au fil de la présentation, c'est des pratiques qui sont déjà connues de l'ingénierie logicielle. Ça se trouve aujourd'hui, ils ont un effet bénéfique par rapport à la réduction de l'empreinte carbone du numérique. Le premier principe qu'on va voir, c'est l'efficience code des algorithmes. Il faut qu'on prenne conscience que les algorithmes qu'on choisit, qui font des tâches avec le moins d'opérations possible, bien sûr que c'est possible, ou le choix des structures de données aussi, qui réduisent le besoin en mémoire ou en CPU parce qu'on va faire des traitements supplémentaires si on choisit d'autres structures de données qui ne sont pas forcément bien indiquées dans notre contexte. Cette partie-là, efficience code des algos, il y a déjà des gens, on va dire, qui sont expérimentés, beaucoup plus expérimentés que moi en l'occurrence, ou nous tous parfois, qui ont travaillé dessus, qui ont mis en place des bonnes pratiques. Les principes solides, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous à qui les principes solides ne parlent pas du tout. Parfait. Et surtout la partie single responsibilities. Tout à l'heure, il y a Claude justement qui en parlait aussi, le fait de ne pas avoir la super méthode qui fait tout et n'importe quoi. Faire du café, planter des choux, aller au marché. Au final, elle ne fait pas grand-chose, elle est tout le temps appelée, elle n'est pas non plus très efficace, on va dire. Ceci étant dit, on va passer sur un exemple. Retenez bien cet exemple-là. Les images récursives et itératives. Là, on a l'exemple de l'algorithme factoriel avec une partie récursive qui est beaucoup plus concise et avec moins de code possible et une partie itérative. Par contre,
méfiez-vous de l'apparence. La partie récursive est beaucoup plus gourmande en énergie. Vous me direz sur des petites valeurs de n, c'est kiff-kiff. Par contre, quand on va commencer à grandir par le caractère, on va dire le fait que le récursif il empile, après il commence à faire ses calculs, il dépile, il va allouer 2 fois plus de mémoire et il va faire 2 fois plus de calculs parce qu'il va d'abord faire le premier pas et revenir en arrière. Alors que la partie récursive, on va plutôt faire une allocation au départ, on va itérer là-dessus, on va changer à chaque fois la valeur. Elle est un peu plus efficace. Par contre, ceci étant dit, l'objectif, ce n'est pas de dire demain, allez, on bannit les algorithmes récursifs et tout. Si tu arrives dans un contexte du projet où tu as plein de récursifs, parfois, ils peuvent avoir leur intérêt aussi. L'objectif n'est pas de bannir ces algorithmes-là. Et dire que je vais tout balayer, reprendre à zéro, refaire tout de zéro, ce n'est pas non plus le truc le plus efficace. Parce que le temps que tu vas passer sur ton poste à refactorer tout ça, à refaire, sans forcément avoir des garanties derrière que tu vas être efficient, c'est pas forcément l'idéal. Et quand je parle des algorithmes en apparence, ou en tout cas, qu'on va dire, tiens, ils sont beaucoup moins efficaces qu'un autre algorithme, s'il est implémenté, on peut avoir des techniques comme par exemple la partie mémorisation qui permet de ne pas recalculer tout le temps les mêmes choses. Quand on a quelque chose qu'on va utiliser très souvent, un calcul, on le calcule, on le fait, on le met en cache, on le réutilise tant qu'on peut, autant qu'on veut, sans forcément le recalculer. Ça permet de rendre un algorithme au demeurant pas forcément très efficace, un peu plus optimal ou un peu plus efficient. Et ceci étant dit, y a, pour moi en tout cas, j'ai très peu d'expérience sur ce sujet. Ça fait que 2 ans, je m'intéresse réellement à ces pratiques. Le mindset craft agile et le bon sens doivent nous guider. Parce que tout simplement, il ne s'agit pas juste de dire, tiens, je vais tout casser à chaque fois que j'ai une nouvelle feature, à chaque fois que j'ai de nouvelles choses qui apparaissent, je vais tout casser, je vais refaire comme la nouvelle appli ou API qui vient de sortir. Ce n'est pas forcément le truc le plus indiqué. Et je me permets de rebondir très souvent sur Claude, comme je le faisais la dernière fois aussi. Le fait de ne pas implémenter pour le futur, sans forcément savoir que ce feature va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, ça consiste à faire des choses dont on n'a pas forcément besoin de suite, voire jamais, de la dette, et ça consomme de l'énergie pour rien du tout. Gardez les choses simples. Je ne vais pas utiliser le terme stupide, je vais vous l'épargner. Mais par contre, garder les choses simples, ça ne veut pas dire écrire moins de code. Avec l'exemple qu'on a eu sur la partie récursive, on a forcément moins de code, mais en l'occurrence, ce n'est pas plus performant. Méfiez-vous de l'adage qui consiste à dire « tiens, si j'écris moins de code, je suis beaucoup plus efficient ». Pas forcément vrai. Et pendant nos répètes aussi, j'ai eu la remarque, pour des gens qui ont beaucoup travaillé sur de l'embarqué, tu peux écrire beaucoup plus de code en étant beaucoup plus efficace et efficient. Donc du coup, méfiez-vous de l'adage qui consiste à dire « tiens, si j'écris moins de code, c'est que je suis beaucoup plus performant ». Pas forcément vrai. Et ne pas se répéter. Encore une fois, je remercie Claude parce qu'il a très bien expliqué le fait de dupliquer un peu partout des bouts de code. Déjà, ce n'est pas efficace en termes de maintenabilité, mais aussi, tu as plein de bouts de code qui traînent un peu partout, alors que tu peux le centraliser et essayer d'être beaucoup plus efficace sur cette partie-là, une fois, parce qu'au-delà du fait que les applications vont consommer en production, il y a moi le temps que je vais passer sur mon poste, consommer de l'énergie, le poste est allumé, branché, avec parfois double écran, pour essayer de comprendre le code déjà, pas de corriger ou de faire quoi que ce soit, hein, de comprendre le code. Après, peut-être essayer d'intervenir avec le risque d'intégrer des bugs dans tout ça. Et une fois qu'on a commencé à rendre notre code un peu plus efficient, les algorithmes qu'on choisit et qu'on implémente un peu plus efficaces, la question qui se pose juste derrière, c'est tiens, comment on fait pour optimiser au mieux les ressources? Et il y a le deuxième principe qui entre en jeu. Ce principe va plutôt essayer de donner des bonnes pratiques sur la partie allocation de mémoire. N'allouez de la mémoire que quand vous en avez besoin. Pas d'allocation supplémentaire ou des variables, peut-être que je vais en avoir besoin ou pas. Non. Et s'assurer aussi, ça paraît du bon sens, mais une fois qu'on a fini d'utiliser quelque chose,
on libère la mémoire. On libère la mémoire. Mieux gérer les communications réseau. J'irai un peu plus loin sur le dernier principe, sur la communication réseau. Je vais embrayer sur les IO fichiers parce que j'ai une anecdote à raconter à ce sujet d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à travailler en 2013-2014. La chance que j'ai eue, ce n'est pas une performance individuelle, c'est que j'ai côtoyé des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, qui étaient au fait de tout ce qui est fil de mémoire en production et qui avaient développé sur des microcontrôleurs ou enfin, du genre Arduino où, de toute façon, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu n'as pas la mémoire que tu peux avoir sur un serveur. Donc, du coup, il fallait mieux gérer les choses. Par exemple, si vous avez l'ouverture d'un fichier, je parle dans un contexte objet où on peut avoir des exceptions qui sont levées, tu ouvres un fichier, tu commences à traiter, tu as une exception qui est levée. Tu attrapes l'exception, sauf que, manque de bol, tu ne l'avais pas ouvert avec ressources, il n'y a pas de bloc finally non plus pour dire tiens, je dégage tout ce que j'ai ouvert. Donc du coup, en attendant, c'est une ressource qui est allouée, qui tourne, qui ne fait pas grand-chose, qui ne fait rien du tout d'ailleurs. Pas forcément très efficace. Essayez de mieux gérer les accès input-output fichiers. Si on extrapole rapidement ce sujet sur la partie infra, imaginez des environnements anti-production qu'on a qui tournent 24/7, alors qu'on n'en a besoin que du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Pas forcément très efficace. La nuit, personne n'en a besoin de la recette, de la dev, de la pré-prod. Donc du coup, vous pouvez avoir des outils comme, je vais utiliser un terme peut-être qui est codé chez nous, mais c'est plus le mindset qui est intéressant, daily clean, qui consiste à dire, tiens, on vire tout la nuit à partir de telle heure, on recommence le matin à partir d'une certaine heure. Et je ne veux pas le voir le week-end. Je ne le déploie que du lundi au vendredi. Ce genre de mindset-là, pousser un peu plus loin, permet d'avoir des environnements qui ne tournent que quand on en a besoin réellement. Et du coup, réduire un peu la facture aussi au niveau des infrastructures, moins consommer d'énergie et moins polluer. Une fois qu'on a commencé aussi à optimiser l'utilisation des ressources, que ce soit les ressources CPU, RAM, physique, les IO fichiers, et tirer jusqu'à la partie infrastructure aussi pour pouvoir mieux gérer ça. Il y a un troisième principe, parce que généralement, la plupart de nos API sont couplés avec une source de données. J'ai utilisé volontairement le terme de source de données, pas forcément de base, parce que ça peut ne pas être une base de données, mais c'est une source de données quand même. Derrière se pose la question, si on a une source de données, comment on fait pour que cette source de données-là ne soit pas source de ralentissement ou de problèmes ou de problématiques sur notre performance ou sur l'efficience de notre application, sur son fonctionnement en général. D'où le principe de gestion durable des données. Ce principe-là, il y a beaucoup d'exemples. J'en ai pris que deux, parce que forcément, je n'ai pas envie de courir derrière le temps. Mais ces deux-là, moi, ça me parle beaucoup. Il y a la déduplication, qui, je ne vais pas utiliser le terme simpliste ou simple, qui est un acte pas très complexe à mettre en place, mais qui peut avoir un impact énorme. Déjà, quand tu fais des requêtes sur la base de données, que tu as plein de doublons, ok, déjà, elle va mettre du temps à répondre, trimballer sur le réseau. Des choses dont on n'a pas besoin. Une fois arrivé chez toi, au niveau code, tu dois faire un traitement aussi, parfois, pour prendre un truc aléatoire, parce que si c'est les mêmes lignes, ok, manque de bol, il n'y a pas forcément des critères pour éliminer. Même s'il y en avait, c'est un traitement que tu peux éviter. Et ça réduit aussi les besoins en stockage. Si je purge ma base de données, j'enlève les doublons et tout ce que tu veux, donc du coup, j'occupe moins de place. Et il y a aussi les mises en cache. Avoir un système de mise en cache intelligent qui permet d'optimiser les vitesses de chargement et de récupération des données. Avec un petit bémol, la partie cache, il faut vraiment connaître son contexte, business aussi, métier, les données que tu utilises, les sources de données que tu as, les services que tu appelles, ne pas non plus aller tête baissée. Imaginez, vous avez une source de données qui bouge toutes les 5 secondes. J'ai pris large. Hein. Et que vous mettez un cache dessus, avec des appels qui arrivent peut-être chaque 6 secondes. Pas très efficient, parce que tu vas à chaque fois appeler le cache qui lui va, ah, tiens, il faut que je me rafraîchisse. Ce n'est pas forcément très efficace. Par contre, sur les sources de données qui vont évoluer une fois la journée ou une fois la semaine,
aller aussi traverser tout le réseau, aller récupérer une donnée, ce n'est pas non plus très efficient. Et une fois qu'on a commencé à mieux gérer les données ou les sources de données, tout ça, les principes qu'on a vus avant, que ce soit la partie efficience code, gestion efficace des ressources, gestion durable des données, ça contribue à un seul but, la réduction de notre consommation d'énergie. Et c'est ça le nerf de la guerre. Parce que plus on consomme de l'énergie, plus on va polluer. Je dirais en fonction de la zone sur laquelle on se trouve. Mais toute consommation est source de pollution, il faut se le dire. Donc la réduire au maximum, c'est le nerf de la guerre. Ce qui nous amène au dernier principe, qui est la gestion de l'énergie. Pour mieux gérer l'énergie, il faut réduire l'activité réseau au minimum possible. Utiliser les features qui sont proposées par l'écosystème qui permettent d'économiser de l'énergie. Connaître son écosystème, c'est ultra important. Connaître ses atouts aussi, c'est ultra important. Donc du coup, il faut se documenter, il faut essayer de connaître ce qui est proposé dans notre écosystème, ce qu'on peut faire. Et après ce principe, une fois qu'on a commencé à mettre en place ces principes, ces bonnes pratiques, on commence à se dire, tiens, est-ce qu'on a de l'impact réellement? Comment on peut le mesurer? Et même pour le management, ils ne vont pas me laisser m'amuser pendant très longtemps sans forcément avoir des retombées ou en tout cas des métriques. Ce qui nous amène vers le fait que tout ce que nous faisons, ça doit être mesurable et évaluable. Vous avez des outils qui existent pour la partie build time pendant le développement, comme EcoCode. J'ai pris cet exemple-là parce que je le connais bien. Mais il y a d'autres exemples qui existent où EcoIndex et Lighthouse en mode runtime sur des applis qui sont plutôt web. Mais le mindset qu'il faut avoir, c'est qu'il faut mesurer notre consommation d'énergie sur nos environnements. Pouvoir remonter ces métriques-là, c'est ultra important. Vous avez des outils comme Impact Framework avec des plugins qui sont développés autour, c'est de l'open source, qui permettent d'avoir aujourd'hui sur l'ensemble des cloud providers, vous avez des plugins qui existent, qui permettent de remonter ces métriques-là. Je vais vous donner quelques outils avec quelques exemples. Là, par exemple, vous avez l'outillage sur EcoCode qui est complètement intégré dans Sonar, qui te remonte les mêmes choses que ce que fait aujourd'hui Sonar sur la partie quality normale. Et puis qui te donne aussi parfois, enfin même pas parfois, les pistes de résolution de ce qui te remonte. Et le deuxième exemple, c'est sur la partie EcoIndex qui est appliqué sur un front classique qui te donne les best practices auxquelles tu déroges ou pas, ce que tu respectes, ce que tu ne respectes pas, et plus important encore, comment tu peux pallier à ça. Ultra important. Et le troisième outil, c'est Lighthouse, qui est intégré sur toutes les plateformes. Je l'ai utilisé semaine dernière sur le site de Genica, j'ai vu qu'ils ont mis à jour quand même, parce que avant-hier, je l'ai refait, mais c'était bien à jour. Parfait. Mais justement, ils sont 100% best practice et en performance aussi, très bien. Et yes, la dernière partie, c'est la capture de Kepler. Et Kepler, il permet de remonter les métriques en termes de consommation d'énergie au niveau des pods ou par namespace. C'est ultra important parce que couplé à des plugins du genre Impact Framework, ça peut nous donner, en fonction de la zone géographique sur laquelle on se trouve, par exemple, nous on est plutôt, en grande partie nucléaire, même si ce n'est pas bien, mais c'est moins polluant intrinsèquement que du charbon. Si tu prends une zone où il y a beaucoup de charbon, forcément ton impact va être beaucoup plus nombreux, enfin beaucoup plus grand, on va dire. Et on va partir avec quelques idées. Il faut se mettre à l'idée, bien sûr, nous avons une grande part de responsabilité en tant qu'ingénieur ou développeur sur l'efficience de nos outils et nos logiciels. Par contre, ça repose sur l'ensemble des acteurs, pas que les développeurs. Et pour garder l'harmonie entre l'évolution technologique qui est inéluctable à mon sens et la sauvegarde de la planète, je vous ai mis quelques ressources de la Green Software Foundation, du guide de EcoCode, qui est poussé par un collectif qui s'appelle Green Code Initiative, du pipeline de Lighthouse et EcoIndex Aggregator qu'on utilise aujourd'hui chez AXA. Il y a des pipelines qui existent. Et de Kepler aussi, qu'on va tenter de faire passer à Radar Techno bientôt, mais dont on a déjà poké à local sur un cluster pour pouvoir avoir des métriques. Et
des outils qu'on utilise chez nous aussi, comme le Daily Clean ou SlimFast, qui sont open sourcés par des gens qui travaillent dessus chez nous, qui peuvent avoir un impact énorme. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, dites-moi. Merci Thierry.